Bonjour, bienvenue sur la chaîne Psychanalyse et Marionnettes. Aujourd'hui, on a envie, nous trois, de vous parler de la suite de la controverse Freud-Ferenczi, où on avait laissé Freud et Ferenczi sur un ring de boxe, avec même Ferenczi KO par terre. Que s'était-il passé? Que signifie cet affrontement? Mais oui, ils étaient amis. Tous les deux, ils avaient entendu parler de leur passion, de trauma. Tous les deux, ils avaient entendu les gens raconter comment ils avaient été abusés adultes ou enfants. Alors, pourquoi faire une telle découverte et faire ensuite comme si ça n'existait pas, que tout cela c'était dans la tête comme un fantasme? Pourquoi n'avoir mis sur le devant de la scène que le complexe d'Oedipe? Ah bah oui, je connais. Tous les petits garçons voudraient épouser leur mère et tuer leur père. Et l'inverse pour les filles. Tu sais, Clément, moi je fais partie des analystes pour lesquels ce complexe-là n'est pas du tout l'essentiel de la psychanalyse. Je dirais même loin de là. Bon, moi, ça me paraît très bizarre. Freud était un vrai inventeur. Il fait une découverte importante et hop, il la met sous le tapis. Bah, oui, Clément, tu fais bien de dire les choses comme ça. Figure-toi que des chercheurs aux USA, en Angleterre, en France, se sont posés ces mêmes questions que toi et ils ont émis des hypothèses très intéressantes. Laisse-moi réfléchir. Tiens, à la fin des années 70, un Américain, Jeffrey Mason, avec l'accord de la fille de Freud, Anna Freud, sort des archives de Freud toute une correspondance jusque-là censurée par la famille. Et je dois dire que ça, ce n'était que 40 ans après la mort de Freud, donc c'est traduit en anglais et en allemand. Et en France, ce ne sera que 20 ans plus tard que ce sera traduit en France en 2006. Enfin, quasiment hier. En France, des chercheurs, enquêteurs, détectives entrent sur le ring et se transforment en détectives sauveteurs. Eh ben, ça alors, toute cette équipe, ils ont chacun une loupe de détective et une éponge de soigneur de boxe. Eh ben, ils sont bien équipés, cette équipe de sauveteurs. Tiens, voilà Marie Belle-Marie sur le ring de boxe avec Freud et Ferenczi sur le carreau. Oh, cher professeur, cher Sandor, quel désastre! Mais cher professeur, ce pauvre Sandor, qui vous aimait autant, qui avait tant d'estime pour vous. Puis-je faire une hypothèse psychanalytique? Est-ce que ce refus du trauma ne serait pas lié, cher professeur, à un trauma à vous personnellement? Je serais tentée de penser à votre père Jacob. Certes, vous disiez que vous l'aimiez beaucoup comme un homme plein de sagesse et de fantaisie. Mais quand même, cher professeur,
il est dans son histoire familiale, conjugale, sexuelle, des mystères pour le moins inquiétants. Par exemple, il se disait, et vous-même vous le disiez, que votre père avait eu 2 épouses. Sally la première, puis Amalia, votre mère. Mais des recherches récentes ont mis à jour l'existence d'une 3e épouse, une certaine Rebecca, et pendant 100 ans, son existence a été complètement niée. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a tuée? On ne sait pas vraiment comment s'est terminé ce mariage. Peut-être aura-t-elle été répudiée, peut-être elle se sera suicidée, on ne sait pas. En tout cas, on peut dire que cette femme-là, elle n'a pas été bien respectée. Et puis, cher professeur, puis-je rappeler une anecdote qui a à voir avec un de vos passe-temps favoris, la cueillette des champignons? Sans s'attarder sur la ressemblance du champignon avec une partie de l'anatomie des hommes, je trouve éclairant de raconter que quand vous aperceviez un champignon, vous aimiez en secret et en silence déposer votre chapeau sur le champignon pour le montrer tout en le cachant. Bien sûr, bien sûr. Oui. Alors, tu vois Clément, c'est bien intéressant tout ce que nous a mis en lumière Marie Balmary. Mais quand même, ouais, je crois que dans ce registre-là, il faut que je rajoute quelque chose dont plus personne n'ose parler aujourd'hui. Quelque chose découvert dans la correspondance par Jeffrey Mason, une lettre écrite donc par Freud à son ami William Fils le 8 février 1897, lettre 120. Cher ami, frisson hystérique dû au froid. Être arraché à la chaleur du lit. Le mal de tête hystérique avec pression au sommet du crâne et aux tempes relève de scènes où, aux fins d'action dans la bouche, la tête est maintenue. Malheureusement, mon propre père a été un de ces pervers et a été responsable de l'hystérie de mon frère et de quelques-unes de mes plus jeunes sœurs. La fréquence de cette relation me donne souvent à penser. Tu te rends compte, Clément? Freud raconte à son ami que son père était un abuseur. Mais c'est incroyable! Et pourquoi on n'en parle jamais? Tu sais, Clément, je pense que c'est tellement énorme que c'est devenu un peu tabou. Et Clément, c'est pas fini. L'équipe des détectives sauveteurs. Je t'en présente 2 autres, des chercheurs érudits, acharnés, qui ont écumé toutes les bibliothèques, qui parlent anglais, allemand, un peu yiddish. Alors, d'abord, Barbro Sylvan et Philippe Roche-Faber, qui l'a rejoint et que tu connais déjà. Il est venu souvent nous faire l'amitié de venir nous expliquer des choses. Alors, nous deux, au cours de nos recherches, nous avons été amenés à nous interroger pourquoi Freud s'était-il entiché de ce William Fils qui était un véritable charlatan.
Tu le sais peut-être, Clément, Freud a entretenu pendant de longues années une correspondance avec ce William Fliss, qui était donc un médecin ORL à la clientèle florissante, mais en fait qui avait des théories fumeuses, qui faisait des erreurs médicales sans les reconnaître, et ça a duré très longtemps. Notre hypothèse, c'est que quand Freud couvrait cet imposteur de Fliss, il couvrait un autre imposteur, son propre père, Jacob Freud. Alors, Jacob avait été colporteur à la campagne, il avait fait faillite, il avait été contraint à l'exil, il n'arrivait pas à remonter ses affaires, il faisait des châteaux en Espagne et il n'arrivait pas à se nourrir sa famille. La misère de la famille était telle que le jeune frère de Jacob, Joseph, l'oncle préféré de Freud, s'était lancé dans des activités de fausse monnaie. Mais il avait été attrapé, jeté en prison, les fers aux pieds, et ce pendant 10 ans. On peut imaginer la honte et le chagrin du petit Simon face à cette situation dramatique. Certains seraient tentés de dire comme si un fils cachait un père. Nous avons ensuite aussi été intrigués par l'épisode d'égarement, de confusion, ou comme l'a relaté lui-même Freud, d'inquiétante étrangeté survenue lors d'un voyage de Freud sur l'Acropole en Grèce. Sur l'Acropole en Grèce, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce jour-là, Freud a eu un moment d'absence à lui-même. Alors, pour expliquer ce malaise, Freud a évoqué un mouvement de piété filiale où il se serait senti coupable de s'autoriser à voyager en Grèce alors que son père ne l'avait pas fait. Bon, nous, cette explication ne nous a pas convaincus. Nous avons eu 2 pistes. La première, c'est à voir avec la géographie, la topographie. Quand on est sur l'Acropole, on aperçoit au loin le mont Parnasse. Et là, nous est venue une idée. En yiddish, le parnoche, c'est un job, un gagne-pain, un travail qui assure la subsistance. Et quand on perd son parnos, c'est la dèche, la misère. Notre hypothèse, c'est que la vue du mont Parnasse a ravivé la situation de perte du parnoche, donc de survenue de la misère, survenue dans la jeunesse de Freud. Oh bah oui, la misère, la honte, ça laisse des traces. Et puis, deuxième piste, Freud, au lieu d'employer le mot allemand de Kindlich Liebe, amour filial, il emploie un mot peu usuel d'origine latine, pietate. Comme si, à son insu, Freud nous donnait à voir une piéta. La mère de Jésus qui porte son fils mort dans les bras. Oui, en clair, un tableau où un homme mort est soutenu par un proche. Notre conviction a été que son ami Fliss, comme son père Jacob, avait besoin tacitement de soutien. Tous deux avaient été foudroyés par un trauma caché, un meurtre d'âme comme on en a déjà parlé ici, c'est-à-dire un trauma sans témoin. Or, la déchéance de Jacob avait été bien cachée. Pour nous, si Fliss a pu élire domicile en Freud, c'est parce que celui-ci, Freud, enfant, avait déjà donné asile à un être cher et meurtri, son père.
Ce qu'on peut dire, d'une certaine manière, c'est que Freud, par ce malaise sur l'acropole, montre sans le vouloir les fantômes qui le hantent. Voilà que ces fantômes à lui, son père Jacob, son oncle Joseph, son ami Fliss, s'offrent une sortie à l'occasion d'un détail du paysage. Ben, dis donc, Zoé, ils sont drôlement finaux, ces détectives-chercheurs. Certes, cela peut paraître choquant à certains de nos collègues analystes, mais il nous semble qu'au contraire, notre démarche est celle qui est la plus fidèle à Freud, dans la mesure où nous sommes au plus près des outils que lui-même a inventés. Et enfin, dans le même mouvement, on va maintenant écouter ce que Nicolas Abraham et Maria Torok ont à nous dire sur cette question du trauma. Oui, comme on l'a vu dans l'histoire de la famille de Freud, le trauma peut être d'ordre sexuel et aussi d'ordre familial, dans des secrets de lignée, des questions de bâtardise, d'inceste, voire d'infanticide, des questions d'infirmité ou de folie dans quelques cas de la parenté. Mais aussi dans la question du social. Les guerres, les exils, les injustices, les emprisonnements, la misère économique, la honte. Les phénomènes de souffrance psychique, pour nous, passent souvent par des pactes secrets où on se sent obligé de couvrir le secret d'un proche. Alors, cette nouvelle manière de voir, pour nous deux, a été comme une sorte d'urgence vitale, de sauvetage, nous sauver et sauver nos analysons. Oh là là, eh bien, j'en ai appris des choses aujourd'hui, c'est incroyable. Oui, je trouve vos hypothèses extrêmement précieuses parce que ça éclaire cette question de savoir pourquoi Freud a laissé tomber de façon si étonnante la théorie du trauma. On voit mieux les dessous de la controverse Freud-Ferenczi, où Freud n'a pas pu écouter son ami Sandor. Et je crois que pour nous, aujourd'hui, analystes, cela a une importance capitale parce que, bien sûr, il s'agit de continuer d'écouter, de prendre en compte les fantasmes, mais aussi de prendre en compte tous les traumas, de façon à écouter nos analysons de façon moins dogmatique. Oh là là, ça fait plaisir d'entendre tout ça. Merci l'équipe des détectives sauveteurs. J'ai enfin l'impression d'être un peu compris. Rendre justice à Ferenczi, c'était un peu la moindre des choses. Ça fait plaisir parce que c'était pas qu'une enquête, c'était un sauvetage qui ouvre des portes et des fenêtres. À très bientôt pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de nous suivre donc sur la chaîne Psychanalyse et Marionnettes dans le site Outils du Soin ou sur YouTube. À bientôt. Au revoir.